puis, on va profiter du fait que tu es très heureux de venir présenter. On va peut-être te relancer l'invitation là, à d'autres occasions. Alors voilà, Michel, je te cède la parole. Bon, donc, on m'a demandé de faire une présentation. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui? OK. Donc, je vais la mettre à plein écran. Donc, on m'a demandé de parler de gestion, le défi de la gestion des ressources humaines post-pandémie. Et donc, oui, ça m'a pris quelques heures de réflexion pour savoir quel angle j'allais aborder. J'ai décidé un peu de réfléchir à ce que j'ai vu, entendu, lu dans la dernière année surtout, parce que c'est un peu après la pandémie qu'on a vraiment commencé à réfléchir à l'impact sur nos organisations, sur notre personnel et sur les différents aspects de la gestion des ressources humaines. Fait que j'ai fait un peu, j'ai voulu diviser ça un peu, donc l'impact sur le recrutement, la rétention, l'impact sur l'organisation, et vous donner aussi des pistes de réflexion. Parce que c'est beau de parler d'enjeux spécifiques autour de la gestion des ressources humaines, mais nous, comme gestionnaires ou comme personnes travaillant dans une organisation, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer le dossier? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux gérer nos ressources humaines après la vague de changements énormes qu'on a subis suite à la pandémie? Donc, attendez, je vais juste... bon. Donc, effectivement, oui, il faut repenser la gestion des ressources humaines. Quand je dis que la pandémie a eu un effet structurant sur les ressources humaines, c'est... aujourd'hui, les gens se posent la question, comment ça se fait qu'on a tant de problèmes à recruter des gens? Bien, pour la simple et bonne raison que la pandémie a ouvert les yeux à beaucoup de personnes qui se posaient la question, est-ce que je prends ma retraite maintenant ou plus tard? Donc, il y a une grande proportion de personnes, de travailleurs, de travailleuses, de professionnels qui ont décidé de devancer leur retraite pour profiter de la vie, parce que la pandémie a eu des impacts importants sur l'imaginaire collectif. On a vu des dizaines de milliers de personnes âgées décédées dans les résidences pour personnes âgées. Au Québec particulièrement, c'était assez fulgurant comme impact. Donc, on appelle ça la grande démission. Et naturellement, on se posait déjà des questions sur la pénurie de main-d'œuvre qui s'explique, oui, par la grande démission, mais également par la pyramide des âges qui est en train de s'inverser. Je pense que c'est la première fois, je ne sais pas si c'est au Québec ou au Canada, qu'il y a plus de personnes de 60 ans que de personnes de 20 ans et moins. Donc, il y a aussi, c'est la tempête parfaite. Il y a une combinaison due à la grande démission, due à la pyramide des âges qui est en train de s'inverser, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, bien, effectivement, c'est de plus en plus difficile de recruter des travailleurs, des travailleuses, des cadres dans nos organisations. Il y avait à un moment donné, je pense qu'il y a 2 ans, il y a une firme, une compagnie dans la région de Rigaud qui faisait des repas pour les avions, mais il y avait aussi une ligne de production pour les grandes surfaces, les marchés d'alimentation. Et ils ont dû arrêter cette ligne de production-là pour 2 raisons. Le manque de main-d'œuvre et le manque de logement pour loger les travailleurs et travailleuses. Aujourd'hui, cet exemple-là, qui est un peu marginal, ben c'est devenu la norme. Il y a des lignes de production qui ont été fermées dans les grandes entreprises, effectivement, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, quand on a de la main-d'œuvre, on fait quoi pour la garder? Bien, il faut qu'on devienne une organisation apprenante. Vous allez me dire que c'est un... Est-ce qu'il y a une question? C'est quelqu'un qui a eu un petit toussement? Oh, excusez. Non, il n'y a pas de problème. Donc, le concept d'organisation apprenante, c'est un concept qui vieillit bien, mais ici, ça prend toute sa signification. Bon, on va parler de concepts comme l'apprentissage en double boucle. Là, vous allez me dire, ça fait quoi ça, l'apprentissage en double boucle? Ça conduit à l'amélioration continue. Et c'est quoi? Bon, donc, tu as un processus à suivre.
Puis, machinalement, depuis des années, tu suis le processus, par exemple, de création de cours, etc., etc., et tu le suis de façon machinale. Là, chaque étape est bien identifiée. Mais il y a des gens qui vont réfléchir en disant, bien, le processus pourrait être amélioré. À tel endroit du processus, on pourrait faire telle et telle chose, et ça va amener une innovation, ça va amener à améliorer le processus. C'est ça qu'on appelle l'apprentissage en double boucle. Donc, la première fois, tu appliques le processus comme on te l'a montré, mais à un moment donné, tu réfléchis sur certains aspects du processus et tu veux le changer. Donc, tu vas faire une amélioration ou une innovation dans le processus. Ça s'appelle l'apprentissage en double boucle. Exemple, à l'ACOFA, il y a quelques années, on a beaucoup réfléchi parce qu'on était en train de devenir un fournisseur de services avec la formation à distance. On a beaucoup réfléchi à comment mieux servir notre client qui éventuellement devient une personne apprenante. Et là, on a tout repensé les processus. Pas seulement les processus, mais également les moyens de livraison de services, c'est-à-dire comment on fait pour améliorer l'accès aux cours. Au lieu d'avoir 4, 5, 6 clics, pourquoi on n'a pas 2 clics? Pourquoi on ne fait pas telle et telle chose avec le catalogue, etc., etc. Ce qui a fait que notre taux de rétention a énormément augmenté. Pourquoi? Parce qu'on a réfléchi au processus qu'on avait au début, on a amené des innovations, on a fait des changements et ça a beaucoup amélioré la rétention des personnes apprenantes qui étaient sur la plateforme. De l'expérimentation aussi. Par exemple, la plateforme canadienne de formation à distance, c'est ce qu'on appelle une preuve de concept. Donc, on l'a développé en Ontario. Est-ce que ça peut s'appliquer ailleurs au Canada? Et on est en train de faire, les Anglais appellent ça proof of concept, une preuve de concept. Et si le concept est prouvé, ce qui, à mon avis, est évident, bien là, possiblement qu'on va parler de la pérennité maintenant. Ça ne sera plus un projet, ça va devenir un programme. De faire au moins 1 ou 2 fois par année un exercice de leçon apprise. Donc, réunissez votre équipe. Qu'est-ce qu'on a appris cette année en fonction de notre mandat? Quand on fait des formations en présentiel, ou on fait des formations à distance, ou on fait telle et telle chose, ou on développe des partenariats. Quelles sont les leçons qu'on a apprises? Qu'est-ce qu'on a bien fait et qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et ça, vous faites participer continuellement vos employés parce qu'on pense des fois que les employés ne s'intéressent pas à ce que l'entreprise fait. C'est tout à fait le contraire. Ils veulent savoir où vous allez, c'est quoi les objectifs, est-ce qu'on atteint les objectifs, est-ce que les budgets sont au rendez-vous. Ils s'intéressent à l'entreprise, ils s'intéressent à vos centres, ils s'intéressent à leurs affaires. Donc, c'est important de les impliquer. L'apprentissage et la formation continue, ce que les Anglais appellent le reskilling et le upskilling, on entend beaucoup ça en Ontario anglais, mais c'est aussi important pour nous, l'apprentissage et la formation continue, de toujours s'assurer qu'on a au moins quelques exercices de formation chaque année, que ce soit ce qu'on appelle du shadowing, là, où tu prends quelqu'un, tu le mets en partenariat avec une autre personne dans l'organisation pour qu'elle développe d'autres compétences, etc. C'est important de le faire, mais d'une façon continue. Vous savez qu'un des moyens les plus importants pour la rétention des employés, c'est de s'assurer qu'ils sont bien formés, qui ont des plans d'apprentissage, qui sont évalués. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais si on les forme, on les évalue, puis ça va bien, on va les perdre. Ah, il n'y a rien de parfait. Mais si vous pensez que la formation, ça coûte cher, essayez l'ignorance. Vous allez voir que ça coûte beaucoup plus cher quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, plutôt que quelqu'un qui sait ce qu'il fait, puis qui a de la formation, puis qui développe des nouvelles compétences. Donc, important de réfléchir au concept d'organisation apprenante. La gestion du changement devient un mode d'opération en continu et permet à l'organisation de s'adapter à la mouvance de l'environnement externe. Donc, ça bouge beaucoup à l'externe. Qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter? Bien, on a eu une super de belle exemple tantôt, José Blake qui parle de Sudbury, qui vient de développer un partenariat avec l'hôpital de Sudbury. Et donc, ils sont maintenant devenus des partenaires au niveau communautaire. Bien, ça, pour moi, c'est s'adapter
à la mouvance de l'environnement externe. C'est d'aller voir où il y a des partenariats possibles, c'est d'aller voir quels sont les besoins et c'est de faire en sorte qu'on est capable d'agir là-dessus, mais ça demande de constamment être à l'affût de ce qui se passe autour de nous, des opportunités. Il faut devenir opportuniste. Et donc, dans un jargon plus technique, on appelle ça des veilles stratégiques. Moi, du temps, j'étais à la COFA, puis ça continue aujourd'hui. On a des veilles stratégiques. C'est ça qui nous permet de développer une planification stratégique. Bon, vous allez me dire que la planification stratégique, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Il y en a qui se disent que ça bouge tellement rapidement qu'il y a des entreprises maintenant qui font une planification stratégique sur un horizon d'1 an. Auparavant, c'était 5 ans. Oubliez ça, 5 ans, maintenant, c'est plus le cas. Donc, c'est entre 1 an et 3 ans. La première année, on sait à peu près ce qui va se passer. La deuxième année, on a 50% de chances que ça se passe. La troisième année, on a peut-être 25%, puis ça risque de changer encore plus. Fait que 3 ans, c'est vraiment le gros maximum. Parce qu'on est sûr de la prochaine année, de la deuxième année, à peu près à 50%, mais pour le reste, c'est vraiment de l'inconnu. Donc, il faut qu'on ait des veilles stratégiques, qu'on se questionne sur ce qui se passe à l'externe pour constamment s'adapter. Je vais vous donner un exemple que tout le monde connaît. Est-ce que vous avez tous entendu parler de Apple et du iPhone? Bon, bien, rappelez-vous, dans les années 80, 90, le iPod, c'était la grosse... attendez une minute, je vais fermer mon téléphone. C'était la grosse patente, l'iPod. Tout le monde téléchargeait de la musique sur iPod. C'était une innovation technologique incroyable. Mais il y a des petits brillants chez Apple qui ont dit « Ouais, mais il semble y avoir une poussée du côté des entreprises qui font des téléphones intelligents, comme Samsung. » Et là, ils commençaient à faire du téléchargement de musique en ligne. À ce moment-là, Apple contrôlait à peu près 75 à 80% du marché du téléchargement. Là, ils ont dit qu'il faut qu'on se positionne, mais on ne connaît rien dans les iPhones. Fait qu'ils ont créé une nouvelle division dans les téléphones intelligents. Ils ont créé une nouvelle division qui s'appelait la division iPhone pour conserver des parts de marché. Puis, on s'aperçoit depuis les 15-20 dernières années, l'iPhone a été probablement la ligne de profit la plus importante chez Apple. Donc, vous voyez comment s'adapter à l'environnement externe. Bon, vous allez me dire que c'est un exemple extrême parce qu'on parle d'Apple, mais là, on ramène ça à nos centres de formation. Mettons qu'on est un peu plus petit, mais l'approche est la même. C'est constamment s'adapter à notre mouvance de l'environnement externe et créer des opportunités, de voir s'il y a des opportunités autour de nous. La gestion des risques, maintenant, qui est une composante à ne pas négliger, c'est-à-dire, oui, il y a des risques qui sont aujourd'hui, qui n'étaient pas là il y a quelques années. Un des plus gros risques, c'est la pénurie de main-d'œuvre, c'est le recrutement et la rétention des employés parce que ça a un impact direct sur notre production, que ce soit la production de cours, d'aller chercher Donc, c'est important de se faire un plan de gestion des risques. Ça fait des années que le ministère en parle. Je pense que ça n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui de se faire de la gestion des risques, que ce soit des risques liés à la technologie, avec tout l'hameçonnage qui se passe actuellement, les failles informatiques, réfléchir à ça, réfléchir à comment les risques qui sont liés au recrutement, à la rétention, c'est important aussi. Donc, moi, je vous encourage à développer des tableaux de risque. Puis c'est très simple, hein? Ce n'est pas très compliqué. C'est vous identifiez un risque. C'est quoi la probabilité que le risque se manifeste? Est-ce que la probabilité est basse, est moyenne ou est grande? C'est quoi l'impact du risque? Est-ce que c'est un risque qui est très important, qui est moyennement important ou qui n'est pas très important? Et la dernière, c'est quoi la stratégie pour mitiger le risque? Donc, qu'est-ce que vous faites pour mitiger ce risque-là? Par exemple, il y a des gens, on va donner un exemple que vous allez comprendre. Si vous faites pirater vos données,
c'est quoi les risques? Qu'est-ce qu'on doit faire pour limiter le risque? Bon, il y en a qui vont vous dire, assure-toi d'avoir un pare-feu qui est performant, une politique qui est clairement établie, que les employés ne peuvent pas ouvrir quelques courriels que ce soit ou les pièces jointes dans les courriels, c'est d'avoir une assurance pour couvrir les risques qui sont liés. Bon, donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, ça, pour repenser la gestion des ressources humaines, j'arrête là 30 secondes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Si vous n'avez pas de questions, c'est que soit vous avez tout compris ou j'ai vraiment tellement pas été clair que vous n'avez rien compris. Non, il n'y a pas de questions dans le clavardage. OK. Je regarde le clavardage pour toi, là, Michel. Si jamais il y a des gens, je t'en ferai une Oui. note. Gênez-vous pas pour m'interrompre. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Parfait. Même si je ne vois pas personne, je ne sais pas qui va poser la question. OK. Maintenant, repenser, la deuxième réflexion, c'est repenser le lieu de travail. Bon, on sait tous que le télétravail s'impose comme un incontournable. À preuve, juste regarder au gouvernement fédéral, le nombre de milliers d'employés qui ne veulent pas revenir au bureau, qui préfèrent continuer à travailler à la maison pour toutes sortes d'excellentes raisons. Le coût de la vie est tellement élevé, l'essence est tellement chère que juste de rester à la maison, vous allez économiser un paquet d'argent. Deuxièmement, souvent, le télétravail permet aux gens d'être plus productifs. Aussi à d'autres de l'être moins. Il faut quand même être assez clair à ce niveau-là. Mais en général, le niveau de productivité augmente. Il y a moins de stress lié au transport, lié à l'habillement, etc., etc. Donc, le télétravail devient un élément intéressant au niveau de notre carrière et il faut aussi le considérer. Donc, à la COFA, par exemple, je pense qu'ils sont là 1 ou 2 journées par semaine. Le reste du temps, ils font du télétravail. Pour l'instant, ça fonctionne très bien. Par contre, il y a des enjeux importants. L'ubiquité du lieu de travail et des impacts sur différents aspects de notre vie. L'ubiquité, ça veut dire d'être au même endroit en même temps, d'être à plusieurs endroits en même temps. Donc, par exemple, si tu es capable d'être à 2 places en même temps, ben, tu as le don d'ubiquité. Mais le travail, là, il peut être à plusieurs places en même temps à cause du téléphone cellulaire, à cause du iPad, à cause de l'ordinateur. Donc, le travail est partout autour de toi. Il y a toujours quelqu'un au travail qui va être capable de te rejoindre. Mais ça a des impacts sur votre vie, ça. Ça a des impacts sur votre vie sociale, des impacts sur votre vie privée et des impacts sur votre vie professionnelle. Moi, je l'ai vécu quand j'étais au Nunavut. Mettons, je me couchais à 10 heures le soir, puis au Yukon, où j'avais un bureau, ben, il y a des gens qui m'envoyaient un courriel à 9 heures le soir. Ben, moi, là, à 9 heures le soir, là, au Yukon, il est 1 heure du matin chez nous. Fait que là, j'entendais mon BlackBerry faire bing, 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 bing. Ça me réveillait dans le milieu de la nuit. Et là, j'ai été obligé de créer une politique pour ma division qui disait qu'à partir de 7 heures au Yukon, dans les territoires du Nord-Ouest, à partir de 8 heures, ben, il n'y en a plus de courriel parce qu'à un moment donné, il faut tirer la plug, il faut aller chez nous, il faut vivre avec nos familles, etc. Vous ne le croirez pas, mais les gens étaient fâchés après moi. Parce qu'on avait émis une politique pour limiter les heures à laquelle on envoie des courriels. Donc, l'ubiquité du lieu de travail et des impacts sur différents aspects de nos vies, c'est un enjeu important. Et naturellement, on a le droit à la déconnexion. C'est un droit fondamental. À un moment donné, tu peux te dire, moi, je fais du 8 à 4 chez nous. À partir de 4 heures, je ne réponds plus au texto ou au courriel. L'enjeu, ce n'est pas la personne qui vous l'envoie. C'est vous. Si vous l'ouvrez malgré tout après 4 heures, bien, le problème il est peut-être avec la personne qui vous l'envoie, mais aussi peut-être avec vous. Donc, j'ai quelqu'un qui a levé la main. C'est Je moi. pense que c'est Céline. Oui, c'est moi. Je me posais comme question, Michel, au début de la pandémie, quand les gens étaient obligés de travailler à la maison parce qu'il y avait ce lockdown-là, il n'y avait comme peut-être pas de balises ou de barrières. Puis oui, en effet, c'était une question, c'était stressant même
de travailler parce qu'on avait l'impression qu'on travaillait ça de plus. D'ailleurs, on est encore dans ce roulement-là. Mais j'ai comme l'impression que maintenant, c'est peut-être une impression, là, qu'il y a comme maintenant, les gens se mettent plus de balises, là. Je ne sais pas si c'est des balises formelles ou si c'est des balises personnelles, mais j'ai comme ce feeling-là qu'il y a comme eu un shift là, un peu. Là. Est-ce que je me trompe ou. Écoute, le télétravail a amené beaucoup de questionnements. Entre autres, je viens de parler de l'ubiquité du travail, je viens de parler de droit à la déconnexion. Ce n'est pas toutes les entreprises qui ont des politiques concernant le droit à la déconnexion ou les gens qui font du 8 à 4, etc. Mais comme je le mentionnais, ce n'est pas juste d'avoir des politiques formelles, c'est toi comme individu. Est-ce que tu te donnes le droit de te déconnecter pour avoir une vie sociale, une vie personnelle, une vie professionnelle? La vie professionnelle, oui, mais quand, tu sais, il ne faut pas se leurrer. Les gestionnaires, ce qu'on recherche là, c'est d'avoir des gens qui sont équilibrés. On veut des gens qui sont capables d'avoir une vie sociale active, d'avoir une vie familiale, parce que ça a un impact positif sur la vie professionnelle. Tu arrives au travail, tu as été voir une game de hockey ou tu as joué au hockey avec tes chums, tu as fait une sortie avec ta famille, tu es plus de bonne humeur, tu es plus heureux, tu es plus productif. Plutôt que quelqu'un qui passe 70 heures par semaine au bureau, sa vie sociale est limitée, sa vie familiale est limitée parce qu'il est toujours au bureau et il travaille des heures de fou. Est-ce que cette personne-là est plus productive? Non. Mais il y a encore des organisations où la culture des heures fait croire que c'est de la performance. Donc, si tu travailles 60 heures au bureau, 70 heures, puis ton patron te voit et dit « Cette personne-là, c'est une vraie travaillante. » Mais en bout de ligne, est-ce qu'il est vraiment productif? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, je préfère avoir des gens qui peuvent me donner un bon rendement au travail, mais qui font leurs heures, mais leurs heures, quand ils les font, ils font des vraies bonnes heures. Tu sais, si tu arrives à 8 heures, c'est impossible de donner son 100% tous les jours. Ceux qui vont me dire ça, là, je ne les crois pas. Parce que tout être humain, il y a des journées il y a des heures qui sont plus productives, il y a des journées qui l'est moins. Mais en bout de ligne, si tu es équilibré au niveau de ta vie personnelle et ta vie sociale, tu vas être beaucoup plus productif. Encore une fois, je ramène ça aux individus. Même si tu as une politique formelle de limiter les heures de travail, la question qu'on se pose, c'est est-ce que toi, comme individu, tu vas suivre cette politique-là et tu vas te déconnecter? Mais il y a encore un bout de chemin à faire à ce niveau-là. Moi, ça, c'est mon opinion personnelle. J'ai des gens avec qui je connais bien que ils ne se mettent pas vraiment de limites, puis ils sont tout le temps sur leur travail continuellement, puis même s'ils sont en télétravail, si quelqu'un les appelle ou les envoie un texto ou un courriel à 11 heures le soir, ils vont répondre. C'est le même. Donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que j'ai répondu à ta question, Céline? Céline, dans le chat peut-être? Oui, merci. Oui, OK. Donc, c'est vrai qu'il faut repenser l'organisation du travail. Oh, bon. Oui, il faut repenser l'organisation du travail parce que tu ne travailles pas de la même façon, tu ne te réunis pas de la même façon. Tu peux avoir des heures de travail qui sont différentes. Les processus que tu avais établis au travail en présentiel vont probablement être à repenser. Moi, je suis certain que la coalition, maintenant que les gens travaillent 1 ou 2 journées par semaine au bureau, puis le reste du temps, quand tu fais juste regarder ce que Yacine Marat, qui s'occupe de l'informatique, ben là, il n'est plus là pour venir te déboguer ton ordinateur, mais il va le faire par téléphone ou il va te donner un coup de main pour le faire. C'est complètement différent de ce qui se passait auparavant. Donc, oui, ça a un impact sur comment le travail est organisé au bureau. Ce qui amène aussi à réfléchir à la consolidation des équipes, le partage des valeurs organisationnelles. Ça, c'est un réel défi. On est en train de travailler avec notre évaluateur sur la PCFAD sur, par exemple, l'importance du présentiel. Pour les nouveaux apprenants qui arrivent sur nos plateformes, souvent sont de nouveaux immigrants et on sait très bien que les nouveaux immigrants, quand ils arrivent dans une communauté, le contact humain est important. Donc,
on est en train de réfléchir que c'est peut-être le fun de suivre des cours à distance avec LearnUpon sur la plateforme asynchrone. C'est une amélioration supplémentaire si on fait suivre des cours sur la plateforme Zoom, qui est de la formation asynchrone. Mais il y a aussi un élément important qui est à réfléchir, c'est le contact humain de ces personnes-là en présentiel, dans une même salle de classe. Parce que les gens développent des liens, puis ça les aide à intégrer leur communauté d'accueil. Donc, oui, c'est important pour consolider les équipes qu'on se voit, qu'on se parle, puis ce n'est pas toujours sur Zoom que ça se fait. Des fois, en présentiel, ça amène un niveau supplémentaire d'intégration des équipes, partage des valeurs, de voir travailler avec les gens, de voir c'est quoi leurs valeurs, les valeurs d'honnêteté, d'intégrité, etc. Bien, ça peut poser problème à certains moments. Donc, oui, il faut repenser le lieu de travail, mais en fonction aussi des valeurs, du partage des valeurs, de la consolidation des équipes. Tout ça pour dire que ce qui est important pour les personnes dans l'organisation, et quand on parle de leadership transformateur, là, qui est une compétence à développer, ce n'est pas seulement au niveau de la direction. Vous êtes vous-même, dans vos milieux de travail, des leaders. Et être un leader transformateur, c'est aussi avoir une attitude positive par rapport au changement. Et on le sait très bien, la pandémie a apporté et va continuer d'apporter énormément de changements. Donc, c'est important de développer cette compétence-là de leadership transformateur, puis on va en parler un peu plus tard dans la présentation. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe à l'autre diapositive? C'est beau du côté du chat. Bon. Repenser le recrutement et la rétention du personnel, bien, il faut qu'on commence à changer nos méthodes de recrutement, ce qui veut dire que c'est de plus en plus difficile de trouver la personne parfaite qui va fitter dans le poste. Essayez de sortir de vos œillères normales que si je veux soit un formateur, une formatrice, ça prend telle et telle chose. Possiblement. Il y a des qualités que vous recherchez qui sont essentielles. Mais à l'occasion, c'est le fun aussi d'élargir un peu notre horizon, d'aller chercher des gens qui ont peut-être des profils différents, mais qui peuvent être compatibles. Et ça veut dire aussi s'ouvrir à la diversité pour mieux servir notre clientèle diversifiée. Il y a énormément de nouveaux Canadiens, des personnes immigrantes qui sont en passant diplômés d'université ou de collège canadiens. Parce qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais il y en a qui ont leur diplôme d'un autre pays. » Mais il y a beaucoup de ces gens-là qui ont aussi des diplômes qui viennent du Canada. Et pourtant, on souvent continue à les ignorer. Mais si on a une clientèle qui est de plus en plus diversifiée, il faut qu'on ait du personnel qui est aussi diversifié. Donc, il faut s'ouvrir à la diversité. Moi, je me rappelle, dans les dernières années que j'étais là, on est arrivé à un moment donné à Toronto avec toute notre équipe. Puis là, ils sont venus me voir et ont dit « Wow, tu as une équipe qui est très diversifiée. Est-ce que vous faites quelque chose de spécial? » Non. C'est juste une question de leadership. Tu as une clientèle diversifiée. Tu vas chercher une diversité d'employés parce que ces gens-là vont amener autour de la table des idées différentes, des idées novatrices. La diversité, c'est une richesse en soi. Donc, il faut s'ouvrir à ça. Là, ils m'ont invité dans une conférence pour me demander est-ce que vous avez une politique pour la diversité à la COFA? À ce moment-là, j'ai dit non, on n'en a pas. Oui, mais comment vous faites pour avoir une équipe diversifiée? Bien, c'est la même chose, c'est une question de leadership. Si tu veux des gens qui vont servir ta clientèle, bien, va chercher les gens qui sont capables, qui sont aussi diversifiés que ta clientèle. Ça veut dire s'ouvrir à eux. Puis moi, je vais vous dire, quand j'ai été à l'OTAN, mon mentor, c'est un Turc qui m'a donné un gros coup de main pendant plusieurs années. Quand je voyais les gens qui se réunissaient autour de la table, qui venaient de différents pays avec des cultures différentes, souvent des langages différents,
mais des idées extrêmement intéressantes. C'est là que j'ai commencé à comprendre que la diversité, c'est une richesse aussi. Puis nous, dans nos modes de recrutement, bien, il faut qu'on soit capable d'aller chercher ces différences-là pour venir enrichir notre équipe et aussi la rendre beaucoup plus solide. Quand on parle de recrutement aussi, le recrutement, ça ne s'arrête pas seulement à tu fais une entrevue, tu embauches la personne, elle fait son 6 mois de probation, bonjour la visite. Non. Il faut que ta période de probation, tu la gères. Et à la limite, tu peux même la prolonger ou la raccourcir. Si tu vois quelqu'un a du bon potentiel, mais qui a certaines difficultés, puis tu penses que les valeurs de cette personne-là sont bien alignées avec ton organisation, qu'est-ce qui t'empêche plutôt d'avoir une période de probation de 6 mois, d'amener la période de probation à 9 mois, de donner peut-être un peu plus de formation pour que la personne développe certaines compétences qui sont importantes, puis après 9 mois, si la personne fait le travail, puis tu es satisfait, tu la nommes en poste. Ça s'appelle gérer à bon escient ta période de probation. Mais ça se peut aussi qu'après 2 mois, la personne ne soit pas du tout apte à faire le travail, mais là, tu peux la raccourcir aussi. C'est un droit de gestion de prolonger ou de raccourcir une période de probation. Donc, juste pour vous dire que quand vous regardez le recrutement, c'est tu identifies le poste que tu dois combler. Tu prépares l'énoncé de qualité. Tu revises la description de tâches. Tu développes un poster. Tu reçois les CV. Tu les scrutes à la loupe. Tu peux même demander des références supplémentaires. Tu peux même te servir de certaines, si tu connais la personne, tu peux même te servir de tes propres connaissances de cette personne-là pour noter des choses. Après ça, une fois que la personne a passé fait l'entrevue, puis que vous décidez de la recruter, là maintenant, il faut gérer la période de probation. Et quand vous êtes satisfait, vous pouvez la nommer en poste. Mais ça veut dire que pendant la période de probation, là, vous ne vous asseyez pas sur votre chaise et vous regardez la personne aller. Non, il faut évaluer régulièrement. Donnez-vous une évaluation à 2 mois, 4 mois, 6 mois et même 8 mois si vous prolongez la période de probation. Ça veut dire évaluer régulièrement pendant la période de probation, mais évaluer au minimum une fois par année par la suite. Parce que les gens veulent savoir, est-ce qu'il y a des choses que je fais mieux que d'autres? Est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer? Est-ce qu'il y a des compétences que je dois développer? Et ça veut dire former, former et former. Donc, un plan d'apprentissage annuel, c'est un incontournable. Encore une fois, un des motifs les plus sérieux que les personnes considèrent pour rester dans un emploi, c'est de s'occuper de les développer, d'améliorer leurs compétences. Donc, un plan d'apprentissage, ça répond à ça également. Et finalement, adopter une structure organique plutôt que mécanique. On a souvent dans nos organisations ce qu'on appelle une structure mécanique, c'est plus une structure bureaucratique, où on formalise les comportements, on a beaucoup de politique, de processus, mais c'est pas mauvais d'avoir des politiques, c'est pas mauvais d'avoir des processus, mais laissez-vous un peu de jeu là, pour permettre aux gens d'être innovateurs. Moi, je ne sais pas si vous vous rappelez de Philippe Landry. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de Philippe Landry? Non, c'est qui, Philippe Landry, excuse-moi? Oui. Ben, Louise, tu le sais, tu te rappelles de lui, Louise? Ah ouais. Oui, absolument. C'était le gourou d'informatique. Il a apporté beaucoup de changements. Philippe, là, je pense qu'il était à tous les jours dans mon bureau avec une nouvelle idée. Dans une organisation mécanique, à un moment donné, tu te dis, tabarnouche, je suis tanné de le voir dans mon bureau. Bon, oui, on avait une organisation. Même moi, j'étais tanné de le voir dans le bureau, là, parce qu'à tous les jours, il y avait une nouvelle idée. Mais là, à un moment donné, on disait, parfait, implante l'idée. Il nous sortait des choses là, absolument incroyables. Il était innovateur parce qu'on avait une structure dans l'organisation qui permettait l'innovation plutôt que va t'asseoir dans le coin et attendre que ça passe. Non, on encourageait ça. Mais dans nos organisations, des fois, c'est important de réfléchir à peut-être nos employés ont des maudites bonnes idées. Pourquoi qu'on ne les essayerait pas? Tout en prenant en considération qu'on a quand même des choses à livrer, on a quand même un mandat à livrer, mais s'il y a du temps puis il y a des mécanismes pour le faire,
c'est une excellente façon d'innover dans notre organisation aussi, puis d'aller chercher la créativité de nos employés. Donc, il faut repenser le recrutement et la rétention de notre personne. Avant que je passe à d'autres choses, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est beau. Je pense qu'il n'y a pas de questions dans le chat, en tout cas. OK. Là, moi, je vais vous en poser une question. Là, je vais vous garder aussi parce que je vais attends une minute, mode stopper mon share. Bon. Est-ce qu'il y en a qui s'endorment? Est-ce qu'il y en a qui baillent aux corneilles? Non, non, pas du tout. C'est très intéressant, non? Michel. Vous êtes tout le monde encore stimulé? Oui, oui. Moi, oui, c'est très intéressant. Parce que là, on va passer dans quelque chose d'un peu plus ardu. Là. OK? Donc, je vais continuer à partager mon écran. Bon. Là, on va parler un peu de théorie. Il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. OK? Moi, j'ai toujours dit ça. Des fois, des théories, ça nous permet de comprendre des choses. Donc, j'ai décidé de vous mettre quelques questions théoriques pour vous guider dans vos réflexions. Donc, une fois que vous avez terminé, je souhaite que tous et toutes, vous vous retiriez dans votre bureau. Et là, vous allez regarder mes notes, vous allez dire « Oh my God, c'est tellement intéressant. » Mais je ne suis pas certain que vous allez faire ça. Bon, on continue. Donc, on parlait tantôt de leadership transformateur. Bon, le leadership transformateur, puis là, vous allez voir 93, etc. J'ai retourné dans des vieux dossiers, mais encore aujourd'hui, ces notions-là, c'est des notions qui vieillissent bien. Donc, qu'est-ce que les employés veulent de leur leader? Ils veulent une direction, ils veulent qu'il inspire confiance, puis ils veulent qu'il leur donne de l'espoir. Donc, d'avoir une direction dans une organisation, c'est important. D'avoir confiance dans son leader, c'est aussi très important. Mais pour répondre à ça comme leader, il faut être résolu, il faut avoir un bon caractère, il faut être optimiste, puis il faut qu'on soit convaincu. Donc, il faut qu'on soit convaincu, il faut qu'il soit convaincu de leur efficacité personnelle. Si on a beau dire, mais des leaders, il faut que ça ait un peu de caractère. Là, un bon caractère, mais des fois, ils ont une vision qui n'est pas toujours facile à expliquer, mais ils croient vraiment à leur vision. L'enjeu, c'est de bien l'expliquer, c'est de la traduire dans des termes que les gens vont comprendre. Mais il y a des leaders qui ont plus de misère. Mais il faut quand même qu'ils tiennent un... Tu sais, moi, je vais vous dire, quand je suis arrivé à la COFA, et je pense que Louise Lalonde va s'en rappeler, on parlait beaucoup de formation à distance. Puis, à ce moment-là, c'est un peu controversé parce qu'on commençait, puis on se posait des questions, ça va-tu venir compétitionner les centres, etc., etc. Puis moi, j'avais en partie accepté la job de DG de la COFA parce que ce qui me branchait le plus, c'était de travailler avec les centres, mais aussi de mettre en place la formation à distance. Et moi, c'était sans équivoque. S'il n'y avait pas de formation à distance, probablement que je n'aurais pas continué avec la COFA. Donc, les gens savaient que j'étais résolu, que j'avais ça pour moi, c'était important de le faire. Et le CA a accepté de me confier le mandat et de me suivre. Aujourd'hui, mais est-ce que la formation à distance est perçue comme une menace par les centres? Ça me surprend beaucoup. Je pense que c'est plus considéré comme un outil complémentaire dont les formateurs peuvent bénéficier autant que les personnes apprenantes. Moi, il y a des formateurs qui m'ont dit on aime beaucoup la formation à distance parce que pour un certain temps, ça peut nous libérer de certaines tâches, puis on peut consacrer du temps à d'autres tâches. Là, j'ai des gens autour de la table là, qui sont des directeurs, directrices de centre. Est-ce que ce que je dis, c'est vrai? Si je mens, parce que moi, je l'ai entendu de formateurs et formatrices, bien, vous pouvez me lancer des roches, mais là, ce n'est pas possible par Zoom. Donc, on continue. Le leader, selon Bénis, ça c'est important. Le leader exploite les ressources émotionnelles et spirituelles de l'organisation, ses valeurs, ses engagements, ses aspirations. Donc, le leader est capable de parler aux gens, de les atteindre et de les amener dans la direction où il veut aller, mais naturellement, en discutant avec eux, en expliquant c'est quoi vers où il veut les amener. En revanche, le gestionnaire exploite les ressources physiques de l'organisation, son capital et ses compétences. Autrement dit, ce qu'on dit là, le leader, il sait quoi faire, le gestionnaire sait comment le faire.
Rappelez-vous de ça. Le leader sait quoi faire. Le gestionnaire sait comment le faire. L'idéal, c'est d'être un hybride. C'est d'être un bon leader, mais aussi d'être un bon gestionnaire. C'est des fois difficile parce qu'il y a des gens, des leaders qui sont extrêmement visionnaires, mais ils ont plus de difficultés en gestion. L'idéal, c'est d'être peut-être visionnaire, mais aussi d'être un bon gestionnaire. Et ça, c'est important. Puis encore une fois, je rappelle, les individus veulent de la direction, de l'espoir, de la confiance et veulent que leur leader ait une vision. Vous allez voir les 3 directeurs généraux, directrices générales qui ont été à la COFA, que ce soit Suzanne Benoît, moi ou Gabriel, on a chacun eu notre vision, mais on a toujours eu des visions alignées. Suzanne, moi, j'ai toujours dit qu'elle m'avait laissé une organisation très bien structurée. Et tu arrives là, puis tu vois que tout est pensé, réfléchi. Moi, j'avais d'autres mandats que le CA m'a donné, entre autres, d'aller chercher du financement pour consolider ça, d'avoir une vision stratégique, de professionnaliser le réseau, de travailler sur la technologie. Gabriel poursuit dans cette lancée-là avec des projets qui sont très innovateurs. Juste ce qu'elle fait avec la communauté de pratique, c'est absolument fabuleux. Quand tu regardes des projets qu'elle fait avec les NCF, nos compétences fortes, est vraiment dans la même lignée de continuer à professionnaliser. Donc, les 3 directions générales, on s'est vraiment appuyé une sur l'autre pour continuer le travail qu'on devait faire. Donc, c'est important d'avoir une vision, mais d'avoir sa propre vision également. Quand on parle de leadership transformateur, puis là, vous lirez ça à tête reposée, là, je ne vous l'expliquerai pas dans tous les détails, mais il y a un élément déclencheur dans l'environnement. Par exemple, moi, quand je suis arrivé, on a perdu notre financement du BAS, puis on était sur le point de perdre notre financement de la formation à distance. Donc, l'élément déclencheur, tu payes du budget, tu fais quoi avec l'organisation? Moi, j'ai reçu un mandat du CA. 50 de mon temps était consacré à parler aux fonctionnaires, aux politiciens, etc. Puis 50 de mon temps à gérer la COFA. Mais c'était ça qui est important. On avait un besoin de changer notre approche, d'être perçu comme étant une organisation crédible qui a un impact sur la francophonie en Ontario, sur les personnes apprenantes. On a regardé c'était quoi les forces résistantes. Bien, c'était surtout politique à ce moment-là. Technique aussi, parce qu'on commençait avec la formation à distance, puis c'était nos premiers balbutiements. Au niveau politique, on n'avait peut-être pas la reconnaissance qu'on devait avoir. Et donc, là, tu as 2 façons d'agir. Tu as un leadership défensif, donc tu dis pas de changement, puis tu as un déclin organisationnel, puis éventuellement, tu es appelé à disparaître. Ou un leadership transformateur. Tu crées une vision de l'État désiré. Donc, on voulait devenir crédible. On voulait être stratégique. On voulait professionnaliser notre réseau. On voulait intégrer la technologie dans nos façons de faire. Puis ça, c'est le mandat en planification stratégique qui a été approuvé par le conseil d'administration du temps. Puis Louise est là, elle peut témoigner. Puis ça a continué par la suite avec les autres membres du CA de continuer. Donc, on a mobilisé le CA, entre autres, particulièrement le président, parce que là, il devait m'accompagner, surtout quand on rencontrait les politiciens. Et on a commencé à institutionnaliser le changement. À preuve, on a commencé à donner plus de formation à nos formateurs. On a commencé à s'impliquer au niveau, par exemple, la communauté de pratique, là, c'est le changement qui est institutionnalisé. On a tranquillement, pas vite, intégré différentes techniques d'enseignement, etc., etc. Et on a été consolider le financement. Aujourd'hui, on forme autour de entre 40 et 45 000 Ontariens, anglophones, francophones, personnes malentendants, autochtones. De ce nombre, il y en a entre 4 000 et 4 500 qui sont francophones. Donc, 10 de la clientèle de l'AFB en Ontario est francophone. Pourtant, notre poids politique, notre poids démographique, c'est 4,1 %. Donc, la COFA et ses membres, donc nos 40 quelques points de service, nos 25 membres, tous les centres, on forme
10% de toutes les personnes apprenantes en Ontario. C'est un excellent taux de pénétration, compte tenu du poids démographique qu'on a. Donc, la membriété de la COFA s'est mis à travailler, on a tout mis à travailler dans le même sens. Aujourd'hui, ben, c'est plus facile d'avoir la reconnaissance politique et d'aller chercher des budgets. Et là, entre autres, en dessous, j'ai mis un peu, selon Walter Bennis, bon, ben, c'est quoi la gestion du changement, là, les zones de transition, la fin, la zone neutre, etc. Donc, c'est ça le leadership transformateur. C'est pas sorcier, là. C'est exactement, plutôt que d'avoir un leadership défensif qui amène ton organisation à disparaître, c'est mieux de transformer, avoir un leadership transformateur pour faire vivre et grandir ton organisation. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Moi, j'ai une petite question juste Oui. pour peut-être, parce que c'est super intéressant, il y a beaucoup de matière. Est-ce que tu as des sources de documentation là, qui peuvent venir appuyer Oui. que tu pourrais peut-être nous proposer? Ben, si tu as ça pas loin. En fait, juste pour parler de la gestion des ressources humaines en post-pandémie, j'ai trouvé un excellent article, puis je vais vous l'envoyer. Super, qui explique grosso modo un peu ce que j'ai expliqué. On pourra partager ça par courriel avec la présentation, ça serait super intéressant. Okay. Il n'y a pas de questions dans le chat, en tout cas, pour l'instant. OK. Mais vous savez, vous pouvez poser des questions aussi de vive voix. Hein? Donc, quand on parle de développement organisationnel, donc les docteurs de l'organisation, ce sont des gens qui font du développement organisationnel, le disent clairement. Le leadership démocratique, qui est un leadership transformateur, et les gestionnaires aidants sont les plus efficaces. C'est ça qu'on voit depuis tantôt. Le personnel est plus productif lorsqu'il participe aux décisions. Ça, il y a 3 trucs là-dedans. C'est important que les gestionnaires fixent les règles de participation. Puis quand j'étais DG de la COFA, je le faisais régulièrement. Ça veut dire quoi, fixer les règles de participation? Ça veut dire que des fois, comme gestionnaire, tu prends des décisions, mais tu n'en informes pas tes employés. Ou tu prends une décision, puis quand tu rencontres l'équipe, une fois par semaine, tu dis, écoutez, on avait tel enjeu, j'ai pris telle décision pour telle et telle raison, parce que, par exemple, au niveau des finances, c'est moi qui ai le signataire final, donc j'ai pris telle et telle décision sans vous consulter parce que c'est un droit de gestion, ça m'appartient. La deuxième règle de participation, c'est que tu peux arriver devant ton équipe en disant, écoutez, j'ai un problème, je n'ai pas la solution, j'aimerais travailler avec l'intelligence de l'équipe, que vous m'aidiez à trouver la solution à la problématique à laquelle je fais face ou l'organisation fait face. Donc, ce que tu vas chercher, c'est vraiment la participation de ton équipe à la prise de décision ou à développer une solution qui va répondre à la problématique à laquelle tu fais face. La troisième, c'est que tu peux arriver et dire, écoutez, il y a une problématique, j'aimerais ça que l'équipe, vous arriviez avec une solution, puis je vais l'implanter. Donc, encore une fois, vous avez fixé les règles de participation. Ça, c'est important de le faire, parce que quand vous faites ça, vous ne créez pas d'attente inutile. C'est clair, c'est net, les gens savent à quoi s'attendre. Le patron ou la patronne ou le directeur ou la directrice nous a demandé qu'on lui fournisse des solutions et il va implanter notre solution. Ou il veut qu'on participe avec lui ou elle à développer une solution pour tel et tel enjeu ou il a pris la décision pour telle et telle raison. Donc, c'est clair. L'honnêteté, l'ouverture et la confiance facilitent l'échange des informations ainsi que la productivité. Quand vous faites des rencontres une fois par semaine, tu ne fais pas des rencontres juste pour dire « Ah là, maintenant, on a un nouveau formulaire pour les absences ou telle et telle chose au niveau administratif. » Non, parlez de vos objectifs, parlez des budgets, parlez de ce qui va bien, parlez de ce qui va moins bien, parlez avec l'équipe, discutez avec eux. Ils veulent savoir ce qui se passe dans l'organisation. Donc, il faut être honnête, il faut être ouvert, il faut leur faire confiance, puis il faut que vous génériez de la confiance aussi. L'organisation et la dynamique de groupe de travail influencent énormément les résultats d'une entreprise. Mon père me disait toujours,
Michel, tu n'es jamais meilleur que ton équipe. Il n'y a jamais eu autant raison. Ton équipe, c'est le cœur de l'organisation. Puis si elle a une bonne dynamique et elle travaille bien, l'organisation va bien fonctionner. Moi, j'en prends pour exemple, puis là, je vais parler personnellement, quand j'étais à la COFA, j'avais probablement plus de gens. J'avais l'équipe, la plupart des gens dans l'équipe étaient plus intelligents que moi. Moi, mon but, c'était juste de créer un environnement qui permettait à ces gens-là d'être heureux dans leur travail. Puis, la dynamique était excellente. On avait du plaisir à travailler ensemble. On avait du plaisir à produire ensemble. Puis on avait du plaisir à célébrer nos succès. Donc, la dynamique de groupe, c'est important que le leader y voit aussi. Michel, bon, oui. Michel, j'ai une question. En fait, je n'ai pas une question autant qu'une affirmation ou un commentaire, si je peux me permettre. Je ne suis pas la gestionnaire principale de la COFA, mais je peux dire en ce moment que beaucoup de ce qu'on met en place pour souligner le 25e de la COFA, c'est un travail d'équipe. Puis s'il n'y avait pas l'équipe, on ne pourrait pas faire grand-chose. Fait que c'est vrai que quand on travaille avec tout le monde de l'équipe, on peut faire plus, on peut faire mieux, puis on peut aller plus loin aussi. Tu as raison. Puis moi, j'ai vu des équipes, l'équipe de Moi J'apprends, l'équipe à Alexandria, l'équipe à Toronto, l'équipe à Cochrane, etc. Je les ai vus travailler ensemble. J'ai vu la dynamique de ces équipes-là. Puis pour n'en nommer que quelques-uns, puis ils ont du succès. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la dynamique est excellente. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à une formation à la COFA sur nos compétences fortes. Parce que c'est un projet qu'on a soumis au fédéral aussi. Puis, j'ai été avec l'équipe, puis Yacine peut en témoigner, puis j'ai été renversé par la qualité de l'équipe de la COFA actuellement. C'est vraiment une continuité de ce qui avait été fait. Il y a du nouveau monde qui sont arrivés, qui sont extrêmement compétents. Tu vois qu'ils sont contents, tu vois qu'ils ont du plaisir. Il y a une très, très bonne dynamique. Là, je parle des équipes que j'ai vues dernièrement, là, mais il y en a probablement d'autres. Je sais que en fait, Moi J'apprends continue, Alexandria, Cochrane, Toronto, Sudbury, etc., etc. Il y a des belles choses qui se font parce qu'ils ont des belles équipes en place. Je peux juste mentionner dans le chat, on a deux beaux commentaires, le commentaire de Linda Hamelin au Carrefour qui dit « Pour avoir une bonne équipe, ça prend un bon leader ». Puis tu as José Black qui appuie et qui met un cœur à ce commentaire-là. Donc, c'est intéressant aussi. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous autres. Je pourrais rajouter un cœur, moi, avec, là. Mais je suis juste pas où est le piton pour le rajouter. Là, tu as la main levée de Sylvie, là, Leclerc. Oui. Vas-y, Sylvie. Oui, bonjour Michel, ça fait plaisir. J'aimerais savoir comment tu vois le rôle du conseil d'administration, parce que tu sais, tantôt tu parles beaucoup d'équipe, du leader, mais moi je trouve que le CA a aussi un rôle important dans toute cette dynamique-là. J'aurais aimé ça avoir tes commentaires à ce niveau-là. Écoute, je donne une formation sur la gouvernance des CA en passant. Je peux vous en parler en long et en large des CA. C'est certain que le CA a un rôle central dans la bonne conduite d'une organisation. Premièrement, deux choses. Le CA, lui, il n'est pas là pour se mêler de la poutine. C'est la direction qui s'occupe de gérer les ressources humaines, de gérer les finances. Le CA n'a pas d'affaire à mettre son nez là-dedans. Sauf que le CA, par exemple, une très importante responsabilité, c'est de définir les objectifs stratégiques de l'organisation. C'est de s'assurer que les finances sont bien gérées. Donc, à chaque fois qu'il y a un conseil d'administration, passe à travers les finances, pose des questions. C'est aussi important qu'il soit au courant des possibles litiges qu'il peut y avoir dans l'organisation. Est-ce qu'il peut y avoir des répercussions négatives, des poursuites parce qu'on a mis quelqu'un à pied. Donc, le CA a un rôle. Et si vous avez la chance
je sais que la COFA a mis à disposition de la plupart des centres ses propres règles de gouvernance dans lesquelles on définit clairement le rôle du CA versus le rôle de la direction générale. Et moi, je dois vous avouer qu'avec les 8 années que j'ai été avec la coalition, on avait un CA qui était exceptionnel à ce niveau-là. C'était vraiment des discussions de haut niveau, des vrais enjeux qu'on réglait, et il me laissait gérer l'organisation. Mais j'avais mon compte rendu à toutes les rencontres sur les enjeux qu'on pouvait avoir, les possibilités de problématiques, etc., etc. Mais par contre, quand on avait nos séances de planification stratégique, la formulation des objectifs, développer le plan d'activité, je peux vous dire que le CE il était fortement impliqué dans ça. Puis, ça donnait une direction claire à la direction générale. Et, tu sais, on disait, bon, planification stratégique sur les 3 prochaines années, on fait quoi pour la première année, la deuxième année, la troisième année? Et ça devient ton mode d'opération, là. C'est ça que le CA t'a fixé comme objectif, mais c'est là-dessus que tu travailles. Et tu mets le CA au courant à tous les 3 mois. Tu leur dis, voici les objectifs que vous nous aviez donnés, on est rendu là, on a fait ci, on a fait ça, etc., etc. Mais dans nos petites communautés, on a souvent des TLM. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'expression, c'est toujours les mêmes. Il y a beaucoup de CA. J'ai été dans une petite communauté à un moment donné, il y avait 5 ou 6 conseils d'administration, il y avait 14 personnes. Les 14 personnes étaient membres de tous les conseils d'administration. Donc, ce n'est pas toujours évident, mais le conseil d'administration a un rôle crucial à jouer dans la bonne conduite de l'organisation. Je ne sais pas si ça répond à ta question, là, mais c'est important que le conseil d'administration joue son rôle et laisse à la direction jouer son propre rôle. Ouais, non, moi, je comprends, je suis d'accord avec toi. Merci. Merci, Michel. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Non? OK. Donc, là, je vais parler d'un sujet qui est un peu plus ardu, c'est la théorie de la motivation. Comment? Bon, premièrement, comprenez qu'il n'y a pas de théorie de motivation universelle, là, ça c'est sûr. Puis, il y a plusieurs modèles, cadres théoriques. Moi, celui que je préfère, personnellement, ça c'est mon choix, c'est un choix conscient, c'est la théorie des 2 facteurs de Herzberg. Je vais vous expliquer rapidement c'est quoi. Herzberg, là, il dit tout simplement, il y a des facteurs qui sont source de satisfaction au travail, puis il y a des facteurs qui sont source d'insatisfaction. Les facteurs de satisfaction, c'est ça qui nous motive. Ils appellent ça des facteurs intrinsèques. Et les facteurs qui contribuent à l'insatisfaction, ils appellent ça les facteurs d'hygiène qui sont extrinsèques au travail. Puis vous allez comprendre un peu ça veut dire quoi. Un employé est satisfait de son travail quand il contribue à son développement psychologique. Quand la personne peut se réaliser dans son travail, quelqu'un va se sentir motivé. Il va être motivé. La motivation, on ne peut pas motiver quelqu'un. C'est impossible. La motivation, c'est quelque chose d'interne à nous-mêmes. On est motivé par quelque chose, mais quelqu'un ne peut pas dire « Moi, me motiver, c'est impossible. » Okay? Oubliez ça, là. C'est vraiment quelque chose qui vient de nous-mêmes. Bon, il y a des façons de motiver, élargir les tâches, donc tu donnes plus de tâches, ou enrichir les tâches, tu donnes plus de responsabilités. Donc, ça, c'est 2 façons de faire. Là, je vais vous dire, les facteurs d'hygiène. Quand tu es insatisfait de ton travail, là, ou tu es insatisfait au travail, c'est quoi qui te rend insatisfait? Bien, les politiques de l'organisation de son administration, la supervision, les conditions de travail, les relations interpersonnelles, l'argent, le statut, la sécurité. C'est ça qui te rend insatisfait. Qu'est-ce qui te motive? L'accomplissement. Tu t'accomplis au travail. La reconnaissance qu'on te reconnaît. On reconnaît tes compétences. On reconnaît ton expertise. On te donne un travail qui présente des défis. On te donne de la responsabilité. Et tu vas te développer personnellement. Regardez ce que je vous ai dit tantôt. Un travail qui présente des défis. Donc, tu as des idées. Tu vas être innovateur. Dans l'organisation, on te permet de l'être. En plus, on reconnaît
des bons coups que tu as faits. On dit, on va te laisser gérer un projet, on va te donner un petit budget, tu es responsable de gérer ton projet. Ça veut dire on te donne plus de responsabilités. Et en plus, on va te former, donc tu vas développer de nouvelles compétences et ça va accroître ton développement personnel. C'est ça, les facteurs de motivation. Et depuis tantôt, depuis que je vous parle du leadership transformateur, je vous ai parlé du recrutement, de la rétention. Si vous voulez retenir vos employés, il faut travailler sur les facteurs de motivation et il faut essayer de diminuer l'insatisfaction qui est liée aux politiques de l'organisation, à la supervision, aux conditions de travail, aux relations interpersonnelles, etc., etc. Donc, il faut travailler sur les deux. Il faut augmenter les facteurs de motivation, il faut diminuer l'impact des facteurs d'hygiène qui causent de l'insatisfaction. Quand on dit extrinsèque au travail, c'est que ça n'a rien à voir avec le travail, là. C'est ce qui entoure le travail, c'est l'enveloppe autour, la supervision, les conditions de travail, tandis que les facteurs de motivation, c'est ton travail même. C'est ça qui te permet de t'accomplir, c'est ça qui te permet de relever des défis, c'est ça, tu es responsable d'une partie du travail ou de la tâche, c'est ça qui te motive dans le travail. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Parlez pas tout en même temps. Oui, tout à fait. OK. C'est bien. Et la dernière, là, ça fait quoi? Ça fait 40 minutes. Elle m'avait dit une demi-heure à peu près. Et la dernière, écouter pour comprendre. Ça, c'est probablement la diapositive. Moi, j'ai encore acétate là, parce que je suis vieux. La diapositive qui est la plus importante, c'est écoutons-nous ceux avec qui nous voulons communiquer. Est-ce que notre attitude de base en est une de vouloir comprendre? Il y a 4 choses importantes quand tu veux vraiment communiquer et écouter pour comprendre, c'est être présent, porter attention à la personne, se présenter, faire acte de présence. Donc, quand tu parles à quelqu'un, il ne faut pas que tu penses au souper que tu vas faire asseoir à tes enfants, que tu sois homme ou femme, là. Il faut que tu fasses acte de présence. Il faut que la personne sente qu'elle a toute ton attention. Questionner. Tu peux avoir des questions ouvertes, des questions fermées, mais évite toujours pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, parce qu'automatiquement, les gens se mettent à la défensive. Va plutôt vers trouve des questions, tu poses des questions, tu essaies de comprendre. Réfléchis aux faits. Observe le sentiment de la personne, de la tristesse, de la colère, de la joie, de la peur. Sers-toi de ta tête, de ton cœur, ton intuition. En gestion, on dit souvent gérer le rationnel et l'intuitif. Oui, c'est le fun d'être rationnel, d'aller chercher les faits, mais sers-toi de ton intuition aussi. La personne qui est devant toi, est-ce qu'elle est ouverte? Est-ce qu'elle est blessée? Est-ce qu'elle est arrivée? Tu sais, tu peux aller chercher les faits, mais sers-toi aussi de ton intuition. Gère l'intuitif et le rationnel, c'est extrêmement important. Et la dernière, répondre, c'est de démontrer de l'empathie. Donc, moi, je trouve que ça, c'est une diapo qui est très importante parce que si tu peux appliquer ça, tu vas aider beaucoup améliorer ton écoute active. Oui, Céline? Oui, je me demandais, est-ce que c'est un peu comme la pyramide de Maslow où la base est plus comme ça va par strate ou c'est comme une façon de représenter là, les 4 points? Là? Ben, je ne sais pas si sur la... Ben, je n'ai jamais fait le lien, honnêtement, là, mais je pense que la chose la plus importante, c'est commencer par être présent. Je pense que c'est pour ça que la base est élargie. C'est ça, il n'y a rien de plus frustrant quand tu rentres dans un bureau. Bon, premièrement, juste pour vous dire une chose, là, le non-verbal est très important. Tu t'en vas rencontrer ton patron, ta patronne ou quoi que ce soit, puis tu es assis derrière un bureau. En partant, tu as une barrière. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours incité pour avoir une petite table ronde dans mon bureau. Quand tu reçois quelqu'un pour parler de quelque sujet que ce soit, tu t'en vas à ta table plutôt de rester en arrière de ton bureau parce que c'est une barrière physique, c'est du non-verbal et c'est important de mettre la personne en confiance. Puis, quand elle te parle, ben, tu écoutes. Tu la regardes dans les yeux, tu l'écoutes, tu es présent. C'est pour ça que la base est plus large. Après ça, naturellement, c'est questionner. C'est questionner sur le pourquoi de telle chose, mais quand tu dis le pourquoi de telle chose, c'est
tu questionnes des questions ouvertes, des questions fermées, puis basé sur les réponses, tu commences à réfléchir. C'est quoi les faits? C'est quoi les sentiments? Et après ça, tu peux répondre. Des fois avec empathie, des fois, dépendant des situations, tu as peut-être moins d'empathie, mais c'est important de démontrer de l'empathie parce que ça veut dire que de la base, à être présent, questionner, réfléchir, ça t'amène à répondre. Puis dans ta réponse, tu peux faire preuve d'empathie. Exemple, quand tu reçois quelqu'un qui a un mauvais rendement, ne commence pas à rentrer dans le bureau et à lui dire nanana, nanana, tous des points négatifs. Commence par quelque chose un peu plus, tu sais, détends l'atmosphère, tu es présent, tu questionnes un peu, comment ça va au travail, as-tu des difficultés particulières, etc., etc. C'est quoi tes points forts, c'est quoi tes points que tu as améliorés, pas tes points faibles, des points à améliorer. Là, tu réfléchis à ce que la personne te dit, puis tu peux dire oui, mais bon, j'ai bien compris, mais d'excellents résultats dans telle et telle partie de ton travail, mais il y a d'autres parties qui ont besoin d'être améliorées. J'aimerais t'accompagner là-dedans ou de développer un plan d'amélioration. Tu sais, tu démontres une certaine empathie, puis tu essaies de trouver des solutions aussi. C'est ça aussi, écouter pour comprendre. Bon. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, merci. Merci beaucoup, Michel. Ça a clarifié mon... Merci. OK. Donc, la dernière et non la moindre, qui est ma conclusion. Selon Collerette et Delisle, 2 personnes de l'Université du Québec en Outaouais, je trouvais ça intéressant d'aller chercher ce qui se fait aussi. Le changement organisationnel, c'est toute modification observée dans la culture ou la structure d'un système organisationnel et qui a un caractère relativement durable. La pandémie nous a propulsés dans un tourbillon de changements, et je pense que c'est durable, qui affecte la culture et la structure de nos organisations. La question, comme le dit si bien, chose dont tout le monde en parle, sommes-nous prêts à y faire face? Je vous laisse là-dessus pour que vous puissiez réfléchir à tout ce que je vous ai dit dans les 45 dernières minutes ou 1 heure pratiquement. Donc, moi, ça termine ma présentation. Je suis ouvert à toutes vos questions, même si des fois, ça se peut que je ne puisse pas répondre, mais je vais faire mon possible pour répondre à ça. Merci beaucoup, Michel. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Michel? S'il vous plaît, posez-moi-en. C'était très clair, Michel. Fait que les questions ne sont pas vraiment là. Je savais que ça serait intéressant aujourd'hui, puis c'est toujours, en tout cas, moi, ça me redonne de l'énergie quand j'entends tes présentations. Oh, Linda, tu es trop bonne avec moi. Non, ben même quand tu étais venue à Kirkland pour rencontrer le CA et toute l'équipe et l'accueil de ma présidente, tu ne l'as sûrement pas oublié. Non, mais on s'en est bien sorti, par exemple. Oui. Elle a fait un 180 degrés entre le moment où elle est rentrée et le moment où elle est sortie. Oui. Mais suite à ta visite cette fois-là, c'est que j'ai toujours un plan stratégique que j'enligne toujours continuellement. Puis ça m'aide encore aujourd'hui après ta visite au centre. Puis aujourd'hui, ben, c'est juste me redonner un petit regain d'énergie par rapport à tout ça. Parfait. Ben, merci, Linda. Aussi, je pense comme Linda, à chaque fois que tu fais une présentation, c'est tellement intéressant qu'on n'a pas le temps de s'endormir, puis c'est tellement clair. Arrêtez, merci, là, Michel. Vous allez me faire rougir. C'est pour ça que je me suis mis contre une fenêtre. Vous ne pouvez pas vraiment me voir le visage comme ça. Ça, si je rougis, ça ne paraît pas. Tu as des bons commentaires aussi dans le chat, Michel. Linda Hamelin qui te remercie beaucoup, qui a trouvé ça très intéressant. José Blake, très motivant, merci. Tu as Joanne Allaire de Formation Plus qui dit merci beaucoup, c'était très intéressant. Sylvie Leclerc du Centre Moi J'apprends qui mentionne que c'était très inspirant. Donc, tu as des bons commentaires. Tant mieux. Ben là, c'est comme ça, je me rappellerai la prochaine fois, j'en ferai sur d'autres choses. Oui, ben oui. Sur un autre sujet. En fait, moi, j'en profite là peut-être pour poser la question, puis on va vous demander la question dans le sondage d'évaluation. On va vous demander de répondre au sondage d'évaluation, s'il vous plaît. Mais j'aimerais savoir si
Il y a d'autres présentations ou ateliers que vous aimeriez que Michel présente. S'il y a des sujets qui vous intéresseraient, qui touchent les cordes de Michel qui sont nombreuses. Hein? Michel n'a pas un violon à 4 cordes, il y a une guitare à 12 cordes. Donc, peut-être le mentionner, comme ça, on sait quels sont les sujets qui vous intéressent. Il y a aussi le forum qui s'en vient. On pourrait peut-être présenter un atelier en simultané dans le cadre du forum. Donc, s'il vous plaît, soyez loquaces. Hein? Dites-nous qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce qui serait important pour vous, puis on va prendre ça en note. Donc, je ne sais pas s'il y a des commentaires. Mais moi, j'aurais une question pour Michel. Oui. Il serait déçu s'il n'y en avait pas une. Hey, je me demandais où tu étais rendu. Là. Je ne te trouvais pas. Je me disais que c'est pas normal que Louise ne me pose pas une question. Là. Okay. On a vécu plein de choses ensemble et ça a toujours été des occasions très grandissantes pour moi. Mais j'aimerais t'entendre parler sur qu'est-ce qui t'a apporté le plus de valorisation d'être à la COFA? On a eu de la misère au début vraiment à te convaincre, on en a parlé un petit peu. Et puis, on était tellement contente et content lorsque tu as accepté. Mais qu'est-ce qui t'apporte la plus grande satisfaction? Bien, à 2 niveaux. En fait, à 3 niveaux. Au niveau de ma vie personnelle, moi, j'arrive du gouvernement fédéral après 36 ans de service. À ce moment-là, j'étais sous-ministre adjoint, donc un peu constipé. C'est toujours un habit, cravate, poker face pour négocier des choses, etc. Puis j'arrive dans un milieu de travail complètement déjanté, les hugs, les relations humaines, etc. Je pense que ça a fait de moi une meilleure personne. Au niveau personnel, là, ça fait de moi une meilleure personne. J'ai développé de l'empathie, j'ai été touché, je ne sais pas combien, maintes reprises par les graduations d'étudiants. Je sortais de là, j'avais tout le temps les yeux pleins d'eau, j'étais touché profondément. Je pense que ça a aussi eu un impact positif sur mes enfants parce qu'ils voyaient leur père comme quelqu'un qui avait un cœur à la bonne place aussi. Donc, au niveau personnel, ça m'a profondément amélioré. C'est ça, je vais dire ça. Au niveau professionnel, c'est probablement la job la plus significative que j'ai eue parce que tu vois la différence que tu as sur les gens chaque jour. Tu changes des vies. Littéralement, tu changes des vies. Puis les gens sont heureux. Donc, au niveau professionnel, c'était extrêmement enrichissant pour moi. Significatif à tous les points de vue, là, au niveau des rencontres que j'ai faites, au niveau des belles rencontres que j'ai faites, des gens qui ont eu un impact important sur moi aussi, qui m'ont fait changer des façons de faire dans ma gestion. Donc, ça aussi, c'est important. Puis, au niveau social, je suis quelqu'un d'assez introverti, malgré ce que vous pouvez penser. Ça m'a permis de rentrer plus en contact avec les gens. Parce que les relations humaines dans le secteur communautaire, c'est très, très, très dominant. Et forcément, ben, tu es obligé de suivre la cadence. Quand tu travailles avec Louise Lalonde, tu es bien mieux de te planter parce que vous la connaissez. Donc, au niveau social, ça m'a aussi changé. Plus de facilité à entrer en contact avec les gens, moins constipé maintenant. Fait que ça a affecté les trois facettes essentielles de ma vie, personnelle, professionnelle et sociale. Est-ce que ça répond à ta question, Louise? Oui, ça répond. Puis, au nom de tout le monde qui a eu la chance de te côtoyer, on te dit un grand merci. Puis, on est toujours contente de te retrouver parce que je pense que je parle pour tout le monde quand je dis que tu nous manques beaucoup. Bien, écoutez, vous allez passer au bat le 24.
suis en train d'essayer de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire, là, tu sais. On va se parler, Michel, on va se parler. Non, non, je ne dis pas ce que je fais, c'est un secret. C'est dangereux. Donc, Bon. merci Louise pour tes bons commentaires. Bien, merci tout le monde. Merci, merci Michel. Merci tout le monde d'avoir été présente et présent à cette communauté de partage. La prochaine communauté de partage va avoir lieu le 15 mars, mercredi le 15 mars. On va laisser passer un petit peu les congés, les multiples congés, puis la fin de l'année. Et on se retrouve à la mi-mars. Mais je vous dis, là, invitez-moi pas le 15 mars. Non! Parce que je fête mes 65 ans. Ah, ben, il y a donc Oh. ça. Hey. Là, toute la gang, là, vous devriez dire « Ah, mais tu parais pas ça du tout. » Ben, peut-être qu'on savait ton âge d'avance. Ouais, mais là, une chance que vous l'avez gardé secrète. Oui. On l'a enregistré, hein? Oh my God! Bon, mais écoutez, je vous laisse, puis s'il y a d'autres choses, ben, vous savez où me rejoindre. Merci Michel et merci. J'embrasse tout le monde. Bye bye. Même toi, Yacine. Bye bye tout le monde.